nous rendons compte. Eh bien, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes. Et bien entendu, les journaux sont dans les kiosques également. Vous aurez la possibilité d'être au parfum de l'actualité après avoir fait un tour. La Nouvelle Expression parle de conférence des anglophones. Les révélations d'un membre de la commission, c'est le grand titre du journal. Dans une interview exclusive, le responsable de la communication de cet important forum des Camerounais d'expression anglaise, de l'intérieur et même de la diaspora, fait des confidences à la Nouvelle Expression en page 2 et 3 de ce matin. Le journal parle également de N'Djamena avec la dévaluation du franc CFA évité donc de justesse. Réunis dans le cadre du sommet extraordinaire, les chefs d'État ont ailleurs opté pour une autre stratégie, à lire en page 10 et 11 du journal. Et puis on parle aussi de la liberté des réunions. Camra Libi coincé, la police et la gendarmerie ont d'ailleurs investi son quartier général pour une seconde fois. Et là, c'est aussi en page 7 du journal qui parle également de la présidentielle 2018. Reporters sans frontières dénonce l'ONG, évoque des exactions contre des journalistes lors du scrutin du 7 octobre dernier, à lire dans le journal, la Nouvelle Expression de ce matin, en page 8. Le journal L'Œil du Sahel, qui est dans les kiosques, parle du Grand Nord, avec la mort politique de Gaga Manadi. C'est le grand titre du journal ce matin. À lire en page 5, et puis dans le nord et l'extrême nord aussi, on parle déjà de 39 morts de choléra, de choléra justement, en page 2, et on parle également de la réélection de Paul Biya entre euphorie et désolation en Gaoundéré, en page 5, à Yaoundé, comment les nordistes valorisent leur art culinaire, à découvrir en page 9 du journal ce matin, c'est L'Œil du Sahel. Et puis Info Matin s'intéresse donc à ce titre parlant notamment du Vuri 1, Vuri premier, donc le grand retour des opportunistes du RDPC, absence ou encore transparent en tout cas, donc lors des joutes politiques. Certains responsables du parti dans la circonscription tentent donc de tirer la couverture vers eux, et c'est à découvrir en page 3. On cite ici Thomas Toboyoum par exemple, selon le journal, qui parle également de la présidentielle 2018 avec Issa Chouma Bakary, seul et vrai allié de Paul Biya. C'est une question, contrairement aux autres, le FSNC et son leader n'ont pas attendu les meetings du RDPC pour aller donc au charbon. C'est à découvrir en page 2. Le même journal parle également de ce scrutin du 7 octobre dernier avec Ahmad Ahmad qui félicite Paul Biya pour sa réélection. C'est en page 3 du journal. Et puis, le financier d'Afrique parle de l'emprunt obligataire. Le Cameroun veut lever 150 milliards de francs CFA à la bourse de Douala. C'est à lire dans le dossier de ce journal proposé ce matin. Donc, on en parle également de ce sommet, un sommet extraordinaire pour booster l'économie des États, de la CEMAC, à découvrir dans le même numéro disponible le jour. Et dans les kiosques également, le journal parle de la dévaluation du franc CFA. On l'a échappé belle, c'est ce que dit le journal. Les résolutions du sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'est tenu donc hier en N'Djamena. C'est à lire également dans le journal qui s'intéresse à autre chose, parlant de l'incendie au palais des congrès à Yaoundé, et aussi parlant de la présidentielle 2018, le plan de résistance de Maurice Kamto dans le journal disponible ce matin, c'est le quotidien Le Jour. Mutation par de l'université de Bamenda avec le directeur des affaires administratives qui a été assassiné. Le journal rappelle simplement qu'il allait, donc il se rendait au campus de Bambili au moment où il a été donc froidement abattu par des hommes non identifiés, des hommes armés non identifiés, donc c'est dans le journal. Et tout cela, un registre fait également, c'est un autre enregistrement en tout cas des personnes décédées, à la suite notamment des exactions de ces milices amazoniens dans le journal ce matin, qui révèle donc ces grands faits. Le journal Le Quotidien de l'économie parle donc de ces marques avec un répit pour la dévaluation du franc CFA, c'est dans le journal, et aussi le code électoral reste donc attendu pour compléter la charte des investissements. Ça a découvert dans le même journal également. Ce matin, c'est le quotidien de l'économie. Voilà du moins ce que la presse nous propose. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Ndongo. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous font la gentillesse de nous écouter chaque vendredi. Merci. Kamine, bonjour et bienvenue. Bonjour Fabien Valondongo, bonjour
téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais moi je ne parle pas de ceux qui sont gentils, je parle de ceux qui nous sont fidèles. Parce que nous avons beaucoup de Camerounais qui ne sortent pas de chez eux ou bien ne décrochent pas tant que la revue des grandes unes n'est pas passée. Très bien, merci. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets. Question de permettre également à ces lecteurs d'aller avoir ou d'avoir une orientation des sujets traités par la presse, notamment les grandes unes ce matin. Alors, si on commençait par Info Matin, avant bien sûr, c'est pas d'habitude, donc parlant de Vouri Premier, le grand retour des opportunistes du RDPC, on les voit désormais, après notamment les résultats du Conseil constitutionnel. Chacun pense qu'il faut redistribuer les cartes désormais. Bien, c'est une croissance conjoncturelle après l'élection présidentielle. Et dans l'article de nos confrères d'Info Matin, il ressort 3 personnes du RDPC, de Vouri Premier, qui ont été indexées. D'abord, Thomas Tobayoum, qui est membre du bureau politique du RDPC, qui est également sénateur RDPC, mais qui appartient également, qui est membre de la délégation permanente du comité central du RDPC pour le littoral. Alors, dans cet article, on lui reproche d'avoir très peu de faits d'armes, mais également d'avoir été très peu actif lors de la campagne électorale, mais également de n'avoir pas cotisé. Ce sont quasiment les mêmes faits, les mêmes griefs qui sont relevés à l'endroit de Camille Ekindi et de M. Fils Tonin. Donc je crois que on frise un peu le règlement de compte après l'élection présidentielle au sein du parti dont le candidat a été déclaré vainqueur. Pour moi, je crois que c'est une conséquence conjoncturelle en prélude aux prochaines échéances électorales qui se profilent déjà à l'horizon et au rôle central que devraient jouer certaines personnalités dont on reproche de n'avoir pas été suffisamment actif ou alors de n'avoir pas cotisé suffisamment dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc, ce règlement de compte intestin au sein du RDPC, c'est bien évidemment en prélude au rôle que devrait jouer chacun dans les élections législatives et municipales. À sa place, bien entendu. Bien, maintenant, lorsqu'on entre en profondeur dans cet article, on trouve quand même qu'il y a une écriture partisane. Honnêtement, il y a une écriture partisane et aucune preuve n'est apportée sur le fait que certains n'aient pas été très actifs lors de la campagne électorale, qu'ils n'aient pas contribué financièrement au soutien au président de la République, mais aussi qu'ils n'aient pas des faits d'armes suffisants qui contribueraient à ce qu'il soit représentatif au sein du RDPC. J'ai quand même ouvert. Le reporter fait quand même un constat, c'est après bien entendu toute la période. Oui, il n'apporte aucune on n'a pas vu assez certains sur le terrain et aussi. Pour moi, qui ai quasiment ratissé toutes les sorties du RDPC et celles de l'opposition, j'ai vu la présence effective de toutes ces personnes qui étaient citées sur le terrain. Ils haranguaient les foules en présence même du chef de la délégation permanente du RDPC, M. Lorenzo, qui leur donnait la parole et donnait des instructions politiques aux militants du RDPC. Et alors, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas contribué financièrement en public qu'on dit qu'ils n'ont pas contribué. Bon, moi je pense que c'est quand même un procès en sorcellerie qui est effectué à l'endroit de ces 3 personnalités politiques du RDPC qui ont, contrairement à ce que dit notre confrère, qui ont bien des faits d'armes dans leur activité au sein de ce parti. Camille Nélé, à Vouri Premier, le grand retour des opportunistes du RDPC, c'est un titre qui fait faux ou alors simplement parce que le reporter a observé ou la rédaction a décidé de mettre ainsi? Il faut d'abord commencer par reconnaître que dans le Vouri, sur les 6 arrondissements, seuls 3 sont sortis du lot. Douala Premier, Douala Deuxième et Manuka. Douala Sixième. Et je peux vous dire qu'à Douala Premier, on ne peut pas parler de Douala Premier sans parler de Thomas Toboyo, de Lengue Malapa, de Camille Ekindi. Camille Ekindi, comment on appelle, Kumba, et tout ça. On ne peut pas parler de Douala Deuxième sans parler de Denis Fampo. On ne peut pas parler de Douala Sixième sans parler d'Albert de Collins. Voilà les gars qui ont mouru. C'est eux qui étaient sur le terrain. C'est eux qui entretiennent la flamme du parti et savent comment gérer les populations. Mais par contre, pourquoi ne parle-t-on pas de Douala 3e, 4e et 5e où le RDPC a lamentablement perdu. C'est un choix de la rédaction. C'est un choix de la rédaction, mais malheureusement, on ne peut pas aller dire qu'il y a des opportunités là où on a gagné. Et de deux, moi, on met la photo de M. Toboyoum à la une. C'est un monsieur qui a une carrière édifiante. Il a été délégué du gouvernement comme même de Douala. Et dans cet article, l'auteur le qualifie même d'ex-maire de Douala Premier. Il a été délégué du gouvernement. Il a été député à l'Assemblée nationale 3 mandats. Et voilà son 2e mandat de sénateur. Comment peut-on estimer que c'est quelqu'un qui sort du bois? On connaît l'activisme, on connaît l'engagement de Thomas Toboyoum. Comment peut-on le mettre comme quelqu'un qui est venu sortir du bois pour aller faire une campagne, pour aller rechercher les lauriers
d'une campagne, d'une élection dans laquelle, justement, la circonscription dans laquelle il est à gagner. Donc moi, je pense que, sincèrement, ce genre d'article ressemble curieusement aussi à ces autres articles aussi qui sont balancés dans les journaux de Yaoundé. On présente certains ministres comme ceux qui sont les artisans de la victoire de Biya et d'autres comme les gars qui ont cherché comme des fossoyeurs. Moi, je pense que ce genre d'article n'est pas bon. Jean Séné a parlé de règlement de compte. Non, c'est une opération de mutilation d'image. On ne peut pas mutiler l'image de Thomas Toboyou, à toi la première, qui est un véritable monstre de la politique. Donc moi, c'est un article commandé, à dessin, avec sa photo. On ne peut pas mettre la photo d'un sénateur. Alors, le journal, le reporter, essaie d'appuyer sur certains faits, au moins, en fait, qui sont révélés dans l'article de ce matin. On peut dire un peu qu'on n'a pas trop vu ces gens pendant la campagne, qui finalement sont aujourd'hui, qui se révèlent comme étant de meilleurs militants, des grands militants, en tout cas pour ce qui est de Vori Premier. On n'a pas vu Toboyoum pendant une partie de la campagne parce que le comité central l'avait envoyé renforcer le sud-ouest. Au moins ça. Au moins c'est la première chose. L'autre chose, quand on commence à dire qu'on n'a pas cotisé, on sait combien il a sorti de sa poche pour donner, pour motiver les gens de Daïdo, les gens d'Aquanor et tout cela. Moi, je pense que c'est une attaque en règle et c'est pas bon. C'est pas bon que des personnes qui donnent de l'argent aux journalistes pour faire ce genre d'article, pour éteindre la flamme, flétrir l'image de certaines personnes, ce n'est pas bon du tout. Très bien. En tout cas, le titre est là. Vori Premier, le grand retour des opportunistes du RDPC à découvrir dans le journal en page 3 de ce matin. Le même journal qui s'intéresse aussi à la présidentielle, parlant de Issa Tchouma Bakary, seul et vrai allié du RDPC. Bien, le FSNC, oui, le FSNC a été très actif sur le terrain de la présidentielle à travers son président et la plupart de ses cadres. On a même vu une image assez rocambolesque qui était très parlante où le président du FSNC, M. Thioma, arborait dans un meeting du FSNC plutôt une écharpe du président du RDPC. C'était une image assez parlante, comme pour dire que, bien évidemment, il a mouillé le maillot en faveur du RDPC, dont le parti est en symbiose au sein de la majorité présidentielle depuis quelques années. Donc, nos confrères ont peut-être raison de titrer que Thioma est le vrai allié et soutien de Biya, mais ils n'ont pas eu raison de la mettre sous la forme interrogative, tout simplement parce que c'est affirmatif, sa présence sur le terrain en faveur du RDPC est affirmative sur le plan politique, mais également sur le plan administratif, parce qu'il est ministre de la communication et lorsqu'il opère ses sorties dans ce cadre, c'est toujours en faveur du RDPC. Donc c'est un formidable soutien pour le candidat du RDPC et le gouvernement de M. Biya, et la forme interrogative qui est dévoilée aujourd'hui par nos confrères. Alors, donc il reste le seul vrai allié du RDPC, parmi tous ceux qui entourent le RDPC également. Je me souviens de il n'a pas attendu, en tout cas, que les actions soient menées pour organiser ces grands meetings. Je me souviens de l'une de ces formules choc dans une interview qu'il avait accordée à la presse, où il avait dit que je soutiendrai le président Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière politique. Isaac Chirouma soutient Biya, c'est-à-dire à la vie et à la mort. Et c'est évident, on le voit, il met tout, il a mis son parti, il met son argent, il met son temps, il met ses militants, il s'est investi énormément. Ça ne veut pas dire que d'autres alliés du RDPC ne l'ont pas fait, parce qu'on a vu aussi dans le septentrion, l'UNDP aussi, qui a mobilisé ses cadres et ses élus sur le terrain pour soutenir Paul Biya. Paul Biya a beaucoup d'alliés objectifs. Paul Biya a comme allié aussi le G20 que l'on a vu se déployer sur les plateaux de télévision. Donc il y a beaucoup de gens qui sont des alliés de Paul Biya, qui se mouillent pour Paul Biya, mais il faut dire que Issa Chirouma fait partie de ceux qui sont en première ligne. Alors la forme utilisée ne plaît pas beaucoup à Georges Sémé, à vous, parce que c'est une question. Même à moi. Elle ne me plaît pas non plus. C'est-à-dire que Issa Chirouma est un soutien de Paul Biya. Mais il n'est pas le seul, bien évidemment. Il n'est pas le seul, mais il s'est investi très positivement, et même à la limite, à sa façon. À la limite, même avec zèle. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que c'est la mort politique de Gaga Manadi, comme le dit Lady Sahel ce matin? Bien, c'est la troisième fois que M. Gaga Manadi se présente à l'élection présidentielle, après 2004, 2011 et 2018. En 2004, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il a obtenu 3,76%. En 2011, c'était 3,21%. Donc, il y a eu une régression au moins d'un demi-point de 2004 à 2011. Mais en 2018, il a complètement chuté et se retrouve avant-dernier avec 1,55%. Ça, c'est les résultats que nous montre sur le plan général l'élection présidentielle. Mais dans le Grand Nord, et bien évidemment, le RDPC a complètement damé le pion, non seulement à celui qui est sorti deuxième de cette élection, mais également aux partis traditionnels qui ont les places fortes dans le département, dans la région du Grand Nord. Je vais parler d'abord des partis de
la majorité présidentielle, comme l'ANDP et l'ADD, qui n'est pas un parti de la majorité présidentielle, mais qui a une forte implantation au Grand Nord. Mais malheureusement, le score qui a été effectué par M. Gaga Manadji n'est pas celui qui était espéré, vu d'abord le vivier qu'il dispose là-bas, mais également vu son programme politique en faveur de cette région qu'il a présenté à son électorat. Donc c'est une grosse déception et peut-être nos confrères de l'aide d'Israël voient en ce que, à travers cette différentes chutes depuis 2004, il s'agit de la mort politique de Gaga Manadji, on peut le dire, mais je crois qu'il n'y a pas que la présidentielle, il y a également les élections locales, législatives et les municipales, qui peut-être, pourquoi pas, verront une certaine remontée du candidat de l'ADD. Donc, je crois que c'est très hâtif de dire qu'il s'agit de la mort politique de M. Gaga Manadji, parce qu'au-delà de l'homme politique qu'il est, il y a également le parti ADD qui devrait jouer sa partition lors des élections législatives et municipales qui se feront en 2019. Alors, Camille, c'est exagéré de dire que c'est la mort politique de Gaga Manadji dans le Grand Nord? Ben, il est peut-être en phase de mort clinique, parce qu'en dehors des élections, on n'entend pas parler de l'ADD. En dehors des périodes électorales où l'on voit des candidats de l'ADD ou le président lui-même qui prie l'élection présidentielle, on ne voit pas beaucoup l'ADD. C'est pour cela que... Donc il n'y a pas assez de communication autour de ces actions. Il n'y a pas mais s'il n'y a pas de communication, on ne peut pas savoir qui est action. C'est pour cela que son score n'est pas particulièrement reluisant. Bon, il faut aussi dire que lui-même a certainement joué un peu pour obtenir cette image. Vous avez vu la manière par laquelle il a fait créer un énorme scandale à la CRTV pendant la campagne présidentielle, où il a régenté toute une émission, il a demandé qu'on sorte une journaliste du plateau. C'est autant d'éléments qui entrent dans la tête des Camerounais qui se disent que mais vraiment, on ne peut pas avoir un président, on ne peut pas avoir un président comme ça. Donc moi je pense que l'ADD comme parti, c'est vrai, il a eu un acte de naissance. Bon, maintenant, beaucoup commence à penser que la signature de son acte de décès n'est pas très éloignée. Alors, ce n'est pas l'un des titres de ce journal, ou alors pas choisi par hasard, de toute façon. Alors, toujours dans le même journal, on parle de ceux du Nord, de l'extrême Nord, avec déjà 39 morts décès de choléra enregistrés dans cette partie du pays. Qu'est-ce qui est fait jusqu'ici, selon vous? Je crois que le ministre de la Santé s'est prononcé là-dessus en disant que les dispositions étaient prises pour que la situation n'évolue pas et que celles qui existent soient maîtrisées. Mais je crois qu'on est déjà à 39 morts, ce qui est beaucoup. Et c'est pratiquement chaque année qu'on nous rappelle qu'on a des poussées de choléra, dans la région du Grand Nord. Et malheureusement, on se rend compte que les leçons qui ont été, les mesures qui ont été mises sur pied à une certaine époque n'ont pas fait école et que l'année suivante, on revient toujours avec des cas de choléra, une maladie qui tourne essentiellement autour de l'hygiène et de la salubrité. Donc je crois que si le gouvernement rassure en disant que la pandémie est maîtrisée, il faut qu'on prenne des mesures durables afin que non seulement ça n'évolue pas, mais pour rassurer les populations que l'année prochaine, il n'y aura pas une autre épidémie de choléra. Mais malheureusement, les mesures qui sont prises ne font pas école et à chaque fois, c'est le même cycle qui revient avec la sécheresse ambiante, l'hygiène et la salubrité, les règles d'hygiène et de salubrité qui ne sont pas respectées par les populations. Mais le gouvernement devrait prendre toutes les mesures pour qu'on minimise au moins l'impact du choléra dans cette région. Alors, donc il y a un problème d'eau potable de ce côté-là également. Ça peut favoriser davantage la propagation de la maladie. Tout à fait, il y a un problème d'eau potable et les gouvernants avaient prévu un certain nombre de forages depuis la dernière élection présidentielle qui ne vient pas. Et le ministre de la Santé, comme pour bien faire les choses, est toujours prompt à balancer les chiffres tendant à démontrer qu'il y a une épidémie. Mais qu'est-ce sur le plan du soutien, justement, sanitaire? La surveillance épidémiologique. Je dis, la gestion sanitaire de cette zone, qu'est-ce qui est fait par le ministère de la Santé? On dirait plutôt qu'il s'en sert comme d'une sorte de fonds de commerce pour dire qu'envoyer de l'argent s'occupe du choléra là-bas. Mais ce n'est pas bon non plus pour l'image d'un pays quand on parle de choléra dans la même région. Donc il y a ce problème-là, un problème d'hygiène, un problème d'eau potable, un problème d'assainissement qui n'est pas suffisamment... Et c'est pour cela que les populations, surtout d'extrême nord, attendent vraiment que le gouvernement, avec ce septennat, qu'il aille un peu plus loin
dans la gestion de ces problèmes-là, qui sont récurrents, qui reviennent toujours, qui créent les mêmes effets, et les mêmes mots qui créent les mêmes effets. Les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Moi, je pense que c'est une situation assez grave, mais seulement quand on voit une information aussi catastrophique, on oublie aussi, et moi je suis étonné qu'aucun journal n'ait parlé de cette décision prise par le gouvernement nigérien, non seulement de faire le boucle de la frontière avec le Cameroun, pour empêcher non seulement la circulation des mercenaires, mais surtout pour mettre un terme au recrutement des mercenaires étrangers qui sévissent au Nigeria. Ça, c'est une information qui est bonne. C'est une information qui démontre que de l'autre côté du Nigeria et sur le plan de la diplomatie, il y a des choses qui sont en train d'être faites sur le plan extraterritorial pour commencer à apporter une résolution d'une crise qui ne fait que multiplier les morts au Cameroun. Très bien. Donc, dans le nord et l'extrême nord, il faut prendre les dispositions et être davantage vigilant pour ces populations de ce côté, qui vivent de ce côté justement. Surtout déjà les populations. Oui, les populations ont également un rôle essentiel à jouer parce que, apparemment, il y a une sensibilisation gouvernementale, mais cette sensibilisation n'est pas reçue, n'est pas respectée par les populations qui continuent à ne pas respecter les règles d'hygiène. Il faut l'eau potable, il faut les forages. Voilà. Donc, allez, vous allez lire l'article en page 2 de ce journal, L'Œil du Sahel. La nouvelle expression également parle de conférence des anglophones, les révélations d'un membre de la commission. Le journal nous apprend dans une interview, en tout cas, que le cadre de la communication, le responsable de la communication de cet important forum des Camerounais anglaise, de l'intérieur comme de la diaspora, a fait des confidences à la nouvelle expression pour dire qu'il y a tout est fin prêt, de toute façon, pour la grande conférence programmée pour le 21-22 novembre, mais seulement Buea qui est choisi comme le lieu où va se tenir cette conférence. Le maire ne semble pas être d'accord. C'est une belle interview qu'ont décroché nos confrères de la nouvelle expression en interviewant le responsable de la communication de la All Anglophone Conference, M. Eli Smith. Et lorsque je la parcours, certains points extrêmement importants ont été soulevés. D'abord, sur l'implication du gouvernement. Il dit clairement que le gouvernement, il n'attendait rien du gouvernement en ce qui concerne une aide financière et que les fonds viendront certainement de certaines personnes qui se reconnaissent dans la conférence anglophone. Il a également parlé de l'autorisation de l'organisation même de cette conférence anglophone. Dans cette interview, il dit clairement qu'ils n'ont pas encore saisi les autorités pour obtenir l'autorisation. Et une autre question lui a été posée sur cette antipathie dans l'organisation de cette conférence du maire de Buea, M. Kema Patrick, et c'est la question que vous m'avez posée. Bien, il a dit que ça relève tout simplement d'un égoïsme personnel d'un individu, mais lorsque l'autorisation sera obtenue, bien évidemment, cette conférence va se tenir. Je crois qu'il fallait apporter ces clarifications pour qu'on ait une vue assez objective sur ce qui se prépare dans la région du Nord-Ouest dans le cadre de cette conférence. Mais vous savez qu'elle a été voilà, vous savez qu'elle a été renvoyée, elle devait se tenir en août dernier, elle a été renvoyée pour le 21 et le 22 novembre, mais il se pose la question, la sacro-sainte question sur le rôle que jouera le gouvernement dans le cadre de cette organisation, mais également qu'est-ce que le gouvernement fera des résolutions qui seront issues de cette conférence. Parce qu'en 93, je crois, il y a déjà eu ce type de conférence qui a été organisée. Les résolutions ont été adressées au gouvernement et elles sont restées lettres mortes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui a concouru même à ce qu'on ait cette escalade de la crise anglophone jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ces résolutions qui seront issues de la conférence de novembre seront prises en compte positivement par le gouvernement afin de provoquer, de faire descendre le thermomètre de la crise anglophone? Je crois que c'est la question à $1000 à laquelle on devait répondre. Cette conférence des anglophones, des révélations d'un membre de la commission, le maire de Buea devrait-il interdire cette manifestation dans sa circonscription? Oui, en a-t-il le pouvoir? Quand vous lisez cette interview, vous constatez le ton cassant et sec d'Eli Smith, c'est-à-dire qu'il parle avec une telle animosité qu'on se demande si vraiment, en tant que responsable de la communication lui-même, est en train de militer dans le sens de la paix. Il faut dire cette interview. Et quand il dit par exemple qu'ils n'attendent rien du gouvernement sur le plan du financement, ils vont trouver même l'argent. Donc je pense qu'il faut commencer par définir un peu le contenu de cette conférence. Tout le monde veut bien qu'il y ait une conférence, tout le monde veut bien qu'il y ait un dialogue, mais le dialogue, ce sera entre qui et qui. J'ai lu dans un journal que cette conférence sera une sorte de Fumban 2, c'est-à-dire conférence de Fumban 2, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à repenser
la structure de l'État, le modèle de l'État et même surtout l'imbrication du sud-ouest au nord-ouest au Cameroun. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens se mettent d'accord. Rien ne peut se faire à ce niveau, à un niveau aussi important, sans que le gouvernement ne soit non seulement pleinement associé, mais surtout qu'il soit au centre de cela. Parce qu'il s'agit du Cameroun, et quand il s'agit du Cameroun, c'est quand même les gouvernants du Cameroun qui doivent être à côté de ceux qui peuvent initier des initiatives aussi louables que celle-ci. Mais alors, mais cette initiative, quand on parle même de dialogue inclusif, ne soyons pas du Flavien Ballon-Dongo. Dialogue inclusif avec qui? Il est vrai que les anglophones peuvent parler entre eux. Les anglophones du sud-ouest et du nord-ouest peuvent se dire que, bon, voici les causes de notre crise. Mais quelle est cette crise? En réalité, la crise n'est une crise sécessionniste. Nous avons affaire à des gens qui ont décidé de prendre une partie du Cameroun pour en faire leur pays. Ça, c'est la vérité que beaucoup de gens veulent mettre de côté pour présenter plutôt les choses dans un amalgame qui fait que les anglophones sont mal à l'aise au Cameroun. Non, c'est un groupe d'individus qui a décidé de prendre ces régions pour en faire leur pays. Alors, mais cette conférence ne devrait donc pas s'éteindre. Comment donc faire dans cette conférence pour amener les uns et les autres d'abord à cerner la véritable dimension de cette crise. Et maintenant, de faire le distinguo entre la crise anglophone, qui est née de revendications sécessionnistes et corporatistes, et maintenant de celle-ci qui est une crise sécessionniste. Parce que c'est la raison pour laquelle ces anglophones veulent donc se réunir, étudier la question et faire des propositions. Mais est-ce qu'ils peuvent donc le faire en mettant le gouvernement dehors, en disant qu'ils n'ont pas besoin du gouvernement? Donc moi je pense qu'il faut d'abord commencer par définir. Est-ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas besoin du gouvernement, mais de l'apport financier du gouvernement? Mais l'apport financier du gouvernement, c'est une affaire qui va associer des centaines de personnes, au minimum. Le budget est autour de 50 millions de francs CFA. Voilà. Et ils ont dit qu'ils disposent de certaines personnes anglophones et des ressortissants anglophones qui peuvent trouver ce financement. Je crois que le dernier budget était arrêté à 32 millions de francs CFA. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette conférence a été renvoyée. Mais je pense que si le gouvernement devrait s'impliquer résolument, c'est sur la forme, c'est-à-dire en permettant que en autorisant que cette conférence se tienne. Et le maire de Buea ne peut pas l'empêcher, puisqu'il n'a pas les pouvoirs régaliens qui lui permettent d'empêcher la tenue d'une conférence de ce type. Et moi, je crois que le gouvernement devrait plutôt faciliter, autoriser, permettre qu'elle se tienne et en tirer profit à partir des résolutions qui en sortiront afin d'amorcer au moins une désescalade de la situation qu'on vit aujourd'hui dans ces deux régions. D'accord. De la page 2 à la page 3, on peut lire l'interview en question avec notamment un point de vue de Monseigneur Christian Toumi, le cardinal Christian Toumi, pardon, à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression. Autre chose à lire dans le même journal, on parle de la liberté des réunions avec Amra Libi coincé, une fois encore, enfin c'est pour la deuxième fois. On voit bien que la police et la gendarmerie ont d'ailleurs investi son quartier général pour une seconde fois, faute pour faute de déclaration. De deux choses, ou bien Gabriel Libi est en train de vouloir entrer aussi dans l'activisme et dans l'agitation. Ce ne sont pas des qualités, des défauts qu'on lui connaît. C'est un garçon très froid, très mesuré et qui, tout le long de la campagne, et d'ailleurs a démontré qu'il a une maturité que beaucoup ne soupçonnaient pas. Mais seulement, je dois vous dire qu'il sait très bien, il doit savoir très bien qu'en cette période post-électorale où le gouvernement ne souhaiterait pas que la campagne continue, que les déclarations continuent, des déclarations susceptibles de chauffer les têtes des gens, d'apporter même d'éventuels troubles à l'ordre public, où on veut éviter cela. Il devrait comprendre que si l'autorité administrative qui donne la permission de réunion estime que non, ce n'est pas le moment, moi je pense qu'il devrait se contenter de cela et attendre le moment opportun. Et de toutes les manières, et c'est quelqu'un qui est très introduit dans les médias, il peut passer son message dans les médias sans avoir forcément besoin de faire une conférence de presse dans son siège. Donc moi je pense, il a le droit, il veut bien dire quelque chose. Si on lui interdit de le dire, il sait très bien comment faire. Il est le chouchou des médias, il peut le faire dans les journaux. Mais moi je pense que l'heure n'est pas à une sorte de bras de fer entre les hommes politiques et surtout les candidats qui sortent de cette élection et le bras de fer entre ces candidats et l'autorité administrative qui lui est très frileux et voudrait tout faire pour éviter justement qu'il puisse y avoir d'éventuels débordements. Alors, la conférence se tient au quartier général d'un parti politique. J'espère qu'il y a un problème de droit. Quelle est l'inquiétude? Il y a un sérieux problème de droit qui est strictement lié à la période post-électorale. La loi dit qu'une réunion peut se tenir dans un domicile privé. Mais lorsque la réunion privée dans un lieu privé déborde contre l'ordre public à l'extérieur de cette propriété, là,
l'autorité peut intervenir. Et dans le cas de Kaba Libi, je crois qu'on n'en est pas encore arrivé là. Il s'agissait plutôt d'un manque de déclaration. Et je pense qu'il y a un jeu à cache-cache où on voit deux partis qui jouent un cache-cache politique, Kaba Libi et l'administration. Mais il y a une première conférence qui a été interdite avant-hier. Il y a une seconde qui devait avoir lieu hier et qui devait avoir face aux journalistes le président de l'univers, plus le candidat Kaba Libi. Mais les deux manifestations ont été interdites et je pense que ça rentre dans le cadre conjoncturel de la période post-électorale. Mais j'ai lu il y a quelques jours un communiqué du gouverneur de la région du littoral. C'est vrai que les faits qu'on évoque ici se passent dans la région du centre. Le communiqué du gouverneur de la région du littoral disait qu'on n'est plus en période électorale. Donc, toute activité politique devrait au préalable être déclarée. Et si M. Kaba Libi a déclaré sa réunion, je ne vois pas pourquoi on il faut qu'il attende que l'autorité... On lui délivre un récépissé. Voilà. Si l'autorité refuse... Mais on est sous le régime, je crois qu'on est sous le régime quand même déclaratif et le récépissé de l'autorité ne viendrait que compléter déjà, ne deviendrait que confirmer même la tenue de cette réunion. Donc on ne devrait pas entraver le fait qu'on se réunisse même en période, après la période électorale dans un lieu privé. Donc je pense que c'est quand même c'est maladroit de la part de ces autorités d'avoir interdit ces réunions qui n'avaient aucun impact négatif sur l'ordre public. Voilà, c'est en page 7 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et en même temps, puisqu'on parle toujours de l'après-élection du 7 octobre dernier, il n'y a que Reporters sans frontières qui dénonce, bien entendu, l'ONG qui évoque d'ailleurs des exactions contre les journalistes lors de ce scrutin. Plusieurs ont été interpellés. Bien, je crois que Reporters sans frontières est dans son rôle et elle est spécialisée dans les questions de défense des journalistes. Et c'est vrai qu'il y a eu certains journalistes qui ont été soit interpellés, soit un tout petit peu froissés par les autorités policières. J'étais sur le terrain, je l'ai vu. Et même après la période électorale, le dimanche dernier, lorsque M. Ninche, qui est le responsable pour la région du littoral du SIF, voulait entamer une marche, il y a des journalistes qui ont été forcés et interpellés. Malgré l'interdiction du sous-préfet. Voilà, malgré l'interdiction du sous-préfet. Mais je crois que Reporters sans frontières est dans son rôle de dénoncer toute forme d'attaque contre les journalistes. Et on appelle également, dans le même temps, à certains de nos confrères d'être parfois très mesurés lorsqu'ils descendent sur le terrain opérationnel, de se faire déclarés par les autorités, non seulement parce qu'ils devraient exercer sereinement le métier, mais parce qu'ils devraient aussi bénéficier de la protection de ces autorités dans des terrains très très difficiles. Et ça manque malheureusement parfois à nos confrères qui vont sur le terrain comme s'ils allaient en terrain conquis. Et pourtant, il faut professionnellement se faire déclarer par les autorités pour avoir leur protection. Certainement que ceux qui ont été violentés ou brutalisés savent comment fonctionnent nos forces de défense, qui ne donnent pas souvent aussi facilement la possibilité de mener à bien l'activité. On peut aussi se demander si ces journalistes eux-mêmes sont des journalistes suffisamment chevronnés pour connaître les réalités du terrain. Vous avez entendu un jour qu'on a arrêté Georges Séméké devant vous, bien vous, Flavien Vallon-Noumou, qui est un journaliste de terrain. On vous a arrêté un jour. Bon, moi, je pense que quand Reporters sans frontières fait souvent ce genre de communiquer, surtout pour ceux qui regardent le Cameroun, il faut d'abord commencer par poser des questions sur le nom de ce journaliste-là. Mais plus que cela, moi je pense que Reporters sans frontières, qui est si prompt à dénoncer des exactions perpétrées contre les journalistes, pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit à propos des cyberjournalistes qui sont en train d'appeler les gens à l'insurrection et qui ont été arrêtés il y a 2 ou 3 jours? Pourquoi s'il n'en parle pas? Moi, je pense qu'il y a un problème aussi de responsabilité. Reporters sans frontières doit protéger la liberté des journalistes, mais doit aussi de temps en temps rappeler aux journalistes leur devoir de responsabilité et surtout savoir qu'ils ne sont pas des supermen et que quand ils sont sur le terrain pour faire des reportages, ils ne sont pas en terrain conquis. Moi, je pense que dans cette affaire, il ne faut pas seulement prendre ces rapports pour argent comptant. Parce que quand on dit qu'il y a des journalistes qui ont été molestés, ils ont été molestés pourquoi ou quand et quels sont leurs noms? Très bien, c'est dans le journal, en page 8 de la Nouvelle Expression. Il y a également un sujet qui fait le tour des tabloïds ce matin. Georges Séméon parle bien entendu de la dévaluation du franc CFA, éviter de justesse. Ça, c'est ce que dit la Nouvelle Expression en Djamena. Le quotidien Le Jour, qui parle également de ce sujet, parle de dévaluation du franc CFA. On l'a échappé belle. Bien, je pense que la première dévaluation a eu lieu en 1994 et depuis, je crois, 3 ans, cette psychose sur une deuxième dévaluation envahit les esprits. On s'attendait bien évidemment à ce que
nos dirigeants se prononcent sur la question de la dévaluation, mais surtout sur les rapports financiers qui existent entre la tutelle financière que la France et, là je parle de la zone CFA, et les États de la zone CFA, surtout en ce qui concerne la parité d'échange, et surtout même la sortie de cette zone CFA. Et malheureusement, on a eu droit à un communiqué qui ressemble aux autres communiqués qui sont issus des sommets de ces dirigeants. Donc rien de nouveau, sauf que beaucoup de personnes attendaient effectivement qu'on se prononce sur la question du CFA en ce qui concerne les rapports qu'il y a entre les banques nationales et la Banque des opérations de France sur les taux de change, mais également sur les réserves que ces États versent dans la Banque de France. Maintenant, sur la dévaluation, maintenant, sur la dévaluation du franc CFA, aucun État africain de la zone CFA ne peut permettre qu'il y ait une seconde dévaluation, parce que la première dévaluation a été décidée, imposée quasiment aux États africains, mais actuellement nos économies ne pourraient pas supporter une seconde dévaluation. La question fondamentale est plutôt sur le maintien de ces États dans la zone CFA ou pas. Et je crois que dans les prochains sommets qui vont réunir ces chefs d'État, cette question sera sérieusement abordée. Alors, on a appris à travers, je vais utiliser une expression du quartier, que ces dirigeants, les dirigeants africains, croquent beaucoup d'argent quand même. Il y a une façon de gérer cet argent, et vous verrez bien qu'à la suite de tout cela, la France va désormais, je voudrais dire, le FMI va désormais être davantage vigilant, regardant sur la gestion, le mode de gestion même de cet argent par les Africains dans le pays de la Somalie. Je pense d'abord que depuis un certain temps, la possibilité ou bien l'alternative de la sortie de la zone franc, ce débat-là est en train de courir en Afrique. Les Africains estiment qu'il faudrait qu'ils aient leur monnaie, qu'on arrête de battre leur monnaie en Europe et qu'on garde leur monnaie, leur argent là-bas, et que leurs réserves de lingots d'or soient là-bas en France, et qu'ils ne peuvent même pas disposer de tout leur argent, et qu'ils peuvent faire comme le Nigeria. Quand le Nigeria a décidé de battre monnaie et de créer le Naira est considéré comme une monnaie faible. Mais le monnaie, du fait que ce soit une monnaie faible, l'économie nigérienne est l'une des plus florissantes d'Afrique. Vous savez très bien que le yuan chinois est une monnaie faible, qui n'est pas alignée sur le dollar, ni sur l'euro, ni sur la livre sterling, mais c'est une monnaie faible, mais qui aujourd'hui domine l'économie du monde. Dans le problème de la parité de la monnaie, les chefs d'État africains savent très bien que depuis très longtemps, ils ont une sorte de boulet attaché à leurs pieds à cause de leur attachement à l'euro. Je pense que ce qui s'est passé hier, ni la France, ni l'Union européenne ne voulaient vraiment pas, n'avaient pas l'intention d'évaluer la France. On est en train de jouer à faire peur. Parce que le jour où ils vont décider la dévaluation, on va arriver, on va s'asseoir, on va faire comme ça s'est passé en 1994. On est allé appeler Jimmy du Cameroun pour venir annoncer la dévaluation. C'est-à-dire que c'est déjà réglé. Moi, je pense que ce n'est pas la présence ou bien une sorte de blocage des chefs d'État qui a pu empêcher la dévaluation. Non, moi, je pense que... Entre chefs d'État de la zone CEMAC, ça ne marche pas beaucoup. Ça ne marche pas. Oui, bien sûr, il y a déjà s'accorder sur un certain nombre de choses. Tout à fait. Donc, il y a deux courants entre les chefs d'État de la CEMAC. Il y a certains qui demandent ipso facto une sortie de la zone CFA, mais il y a également en Afrique de l'Ouest ceux qui demandent qu'il y ait deux zones CFA. Deux zones CFA. Deux zones CFA, celle de l'Ouest et celle de l'Afrique centrale, parce qu'en Afrique centrale, on est considéré comme des mauvais élèves en matière budgétaire et en matière de voilà. Il faudra créer cette distinction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. De manière triviale que c'est les gens qui croquent l'argent de toute façon. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Surtout, retrouvons-nous la semaine prochaine. Vous également, chers téléspectateurs, les rendez-vous du week-end chez Equinox Télévision sont alléchants. Alors, à lundi 9h. Equinox Télévision, au-delà